Salut les rebelles et bienvenue à Activistes en crise, le podcast de Extinction Rébellion. Vous êtes avec vos co-animatrices Coralie Laperrière et Chantal. Bonjour! Bonjour Chantal, on est avec une invitée aujourd'hui, une invitée bien spéciale, Alex Ruhlmann. Allô Alex? Salut! Comment tu vas? Bien, merci. Vous, ça va? Oui, ça va super bien. Moi, je t'avais vu un petit peu, tu t'impliques à XR, puis j'ai surtout appris à te connaître quand j'ai vu un documentaire sur la décroissance, et c'est pour ça qu'on t'invite aujourd'hui pour nous parler de la décroissance. Toi, t'en as fait ton sujet de maîtrise. Oui, exactement. J'ai fait ma recherche de maîtrise sur la décroissance dans le cadre de ma maîtrise en environnement. Ça fait longtemps que tu t'intéressais à ce sujet-là? En fait, j'ai découvert la décroissance pendant ma maîtrise, donc j'ai eu un cours sur l'économie de l'environnement. Puis c'est là vraiment que j'ai été mise en contact, disons, avec des lectures, avec des auteurs sur le sujet. Puis j'ai trouvé que c'était tellement intéressant que j'en ai fait mon sujet de recherche. Puis maintenant, je m'implique avec différentes personnes là à Montréal sur le sujet, dans le fond, pour faire de l'éducation, pour faire de la mobilisation autour de cette importante thématique. Ça serait quoi une définition simple? On pourrait en parler, on pourrait évidemment faire une thèse là-dessus, là. Mais ça serait quoi une définition plus simple de la décroissance, puis pourquoi convivial? Mais en fait, il y a plusieurs définitions, là, dépendamment à qui tu parles dans le monde, dépendamment même à qui tu parles au Québec ou à Montréal. Fait que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment ma vision, disons, mon interprétation qui dépend des auteurs que j'ai lus, des gens avec qui j'ai parlé. Fait que c'est sûr que si vous en discutez avec d'autres mondes, ça se peut qu'il y ait d'autres sujets qui arrivent. Puis c'est ça qui est intéressant, je trouve, de la décroissance, c'est que c'est pas comme un dogme immuable. Ça change selon les actualités, ça change selon les contextes régionaux, locaux, etc. Mais ce qui est quand même assez transversal, je dirais, là, dans la plupart des interprétations, c'est sûr, évidemment, la première partie qui est peut-être plus emblématique dans le contexte actuel, c'est l'aspect environnemental. Donc, la décroissance propose de réduire l'utilisation d'énergie, l'utilisation de matériaux dans l'économie, dans les activités courantes au quotidien, pour réduire l'impact environnemental. Donc ça, c'est peut-être la partie qui est, disons, la plus connue en général là, quand on parle de décroissance. Mais il y a aussi un aspect vraiment important qui est l'aspect de redistribution. Donc là, on parle de redistribution, évidemment, des avoirs, de l'argent, des richesses matérielles. Ça peut être des ressources comme l'accès à la terre, ça peut être du logement, etc. Mais c'est aussi la redistribution du pouvoir. Donc le pouvoir politique, le pouvoir économique, que ce soit plus juste quelques personnes qui aient ce pouvoir-là, qu'on l'ait délégué volontairement ou non, mais que ce soit pas juste quelques personnes qui prennent des décisions, mais que vraiment, ensemble, on s'assoit, puis qu'on se dise, OK, c'est ça qu'on veut produire sur notre territoire, c'est ça auquel on veut avoir accès dans notre économie. C'est ça les décisions qu'on veut prendre pour nos services sociaux, c'est ça qu'on veut prendre, les décisions qu'on veut prendre ensemble. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, cette redistribution-là, à travers les différentes strates de la société. Puis un troisième élément, un troisième axe aussi qui est extrêmement important, c'est tout ce qui touche à ce qu'on appelle l'aliénation. Donc l'aliénation, c'est un mot qu'on a entendu dans plein d'autres types d'analyses politiques et sociales, économiques, mais dans le fond, c'est un mot qui peut sembler un peu complexe, mais qui veut juste dire qu'on perd une certaine forme de liberté. Et l'aliénation qu'on ressent dans le contexte actuel, dans le modèle de croissance, c'est par rapport à tout plein de sujets, dans le fond, que ce soit le travail, par exemple, ou que ce soit la monnaie, ou que ce soit les technologies. Dans le fond, ce que l'analyse décroissante fait ressortir, c'est que face à ces sujets-là, ben, on se pose pas de questions. On agit comme ça, on se pose pas de questions, puis la façon dont on agit, ben, nous prive d'une certaine forme de liberté. Par exemple, dans la société actuelle, t'as pas le choix de travailler. Si tu travailles pas, t'es un peu marginalisé, ou beaucoup marginalisé, selon où t'habites, selon ton contexte social, professionnellement, socialement, excusez-moi. Si par exemple, t'as pas accès à des technologies, t'es marginalisé encore une fois. Donc, t'as pas le choix de pas utiliser de technologie. T'as pas le choix de pas travailler. Et il y a plein de choses comme ça auxquelles on pense pas forcément, qui nous enlèvent une certaine forme de liberté, et qui font partie vraiment intrinsèques, qui sont vraiment essentielles au système de croissance, au système productiviste dans lequel on vit en ce moment. Puis la décroissance qu'elle propose, c'est donc d'identifier d'abord ces éléments-là, face auxquels on a perdu une certaine forme de liberté, puis de proposer des alternatives. Donc, par exemple, par rapport aux technologies, la décroissance va proposer les low-tech, donc les basses technologies, qui sont des technologies qui sont conçues de manière plus conviviale, qu'on puisse les utiliser ou non, on fait partie de la société, que ce soit des technologies aussi qui ont un impact environnemental réduit, ce genre de technologies-là. Par rapport au travail, c'est d'essayer de repenser l'économie pour que, on n'ait pas besoin de travailler, pour que, par exemple, la terre appartienne aux personnes qui la travaillent dans le sens qu'ils l'utilisent, mais pas dans le sens des gens qui vont se faire rémunérer pour l'utiliser. Fait que c'est plein de réflexions comme ça qui sont dans différents
domaine, puis desquels je pourrais parler pendant 3 heures. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui pensent que la décroissance, c'est comme revenir dans le temps, dans l'ancien temps? C'est quoi, vous voulez nous refaire venir dans les hommes des cavernes? Je pense qu'il y a beaucoup cette critique-là qui ressort. Puis je pense qu'il y a 2 façons de répondre. Mais dans un premier temps, c'est sûr que, comme dans beaucoup de choses, on peut dire c'est soit tout noir, soit tout blanc, mais évidemment, c'est pas le cas. Donc, c'est pas soit on vit en 2020, soit on vit en moins 500 avant Jésus-Christ. Il y a comme beaucoup la pénicilline va pas être désinventée, là. On a les vaccins et tout. C'est ça, exactement. Fait que c'est comme de profiter des savoirs puis des découvertes qu'on a faites depuis la nuit des temps, puis de garder ce qui est positif pour l'environnement puis pour le bien social, le bien commun, puis se défaire de ce qui est peut-être moins intéressant, qui a été développé, par exemple, pour l'accumulation individuelle de biens ou d'argent, par exemple. Peut-être de voir de faire un retour, par exemple, historique sur les modes de décision, les modes de gouvernance, les modes politiques qui ont été utilisés, puis de se dire, est-ce que celui qu'on utilise en ce moment, c'est vraiment le meilleur? Ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres formes d'organisation politique qui existent? Fait que c'est pas forcément de revenir à zéro, mais vraiment de prendre le temps de se poser la question, est-ce que ce qu'on fait, on le fait bien? Puis de se dire ensemble, vers quoi est-ce qu'on voudrait aller à la place? Puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si, par exemple, on regarde la croissance en termes de PIB, ce que certaines personnes vont faire, que moi, je trouve qui n'est pas forcément extrêmement intéressante, le PIB reflète des choses pas forcément intéressantes, donc il n'y a pas tant d'intérêt à le regarder, mais si, par exemple, on voudrait se dire, OK, on veut décroître notre PIB de 50%, ça nous ramène à peu près au PIB des années 1960 ou 70, selon les régions, selon les chiffres. Donc, on s'entend que même si on réduit de 50% le PIB, on ne retourne pas du tout à l'âge des cavernes. Ouais. Si on se débarrasse de nos téléphones, de nos laptops individuels, on retourne aux années 50, 40? J'étais pas là, je me rappelle pas. Mais tu sais, on retourne pas forcément à la misère absolue. Donc, ce qu'il faut se dire, je pense, c'est OK, c'est quoi les objets ou les pratiques qu'on a actuellement qui nuisent particulièrement à l'environnement, qui nuisent particulièrement à notre liberté collective, qui nuisent particulièrement à la redistribution des biens et à des pouvoirs? C'est quoi qui est particulièrement nuisible? Puis c'est quoi qui... c'est jusqu'où, dans le fond, qu'on est prêt à faire cette transformation-là, puis où est-ce qu'ensemble, on décide que on n'ira pas plus... on se défera pas de cette pratique-là parce qu'elle a plus de positifs que de négatifs. Tu parles de redistribuer le pouvoir, tu parles de revoir la façon de faire de la politique, mais en même temps, si on veut qu'à la grandeur du monde, partout, on arrive à un mouvement de décroissance fort, est-ce que ça implique pas aussi un gouvernement qui serait plus centralisateur? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Ben, il y a pour beaucoup de décroissants, puis pour moi, je pense que d'avoir un gouvernement qui soit, disons, une éco-dictature, c'est pas du tout quelque chose qui a du sens. Je veux dire, la décroissance, tout ce qui est, justement, redistribution du pouvoir, démocratie, que les gens soient acteurs de leur destinée, c'est vraiment quelque chose qui est central. Donc, ça n'aurait pas vraiment de sens de dire une décroissance qui est mise en place par un éco-dictateur. Peut-être qu'il y aurait des éléments semblables, mais à ce moment-là, on parlerait plus de décroissance. Puis... Donc, c'est pour ça que des fois, ça peut paraître un petit peu peut-être plus lent, parce qu'il faut évidemment passer par un énorme travail d'éducation, un énorme travail de transformation des valeurs, parce que c'est sûr que les valeurs qu'on a en ce moment dans la société, d'individualisme, de compétition, sont pas des valeurs qui peuvent permettre l'éclosion, disons, d'une société décroissante. Mais ce que ça fait en retour, c'est qu'une fois que la société va avoir eu ces transformations-là, ces transformations-là vont être vraiment plus pérennes, vont être ancrées dans la société plutôt que d'être imposées par un dictateur qui peut être renversé éventuellement dans les années à suivre. Donc, c'est un peu, pour reprendre simplement, c'est un peu comme le dicton, si on va tout seul, on peut aller plus vite, mais si on va ensemble, on va plus loin. Puis je pense que à ce niveau-là, on le ressent vraiment que si c'est imposé, il va y avoir un backlash. Oui, parce que les gens vont vraiment avoir intégré ces principes-là, ça va faire partie de leurs valeurs, ça va devenir une situation normale, puis on n'aura pas à re-questionner ça toujours, puis les gens vont avoir, au lieu de se le faire imposer, vont avoir choisi de le faire, donc... Puis en plus, quand tu reposes sur plus de personnes, t'as bien plus d'idées, t'as bien plus de compétences, c'est pas juste une personne qui se dit « Voici ce que je pense qui serait la meilleure chose à faire », c'est « OK, dans cette région-là, dans ce quartier-là, c'est comme ça que ça marche le mieux pour nous, parce que c'est nous qui gérons nos affaires, puis dans tel quartier, c'est comme ça que ça marche le mieux, parce que, nous, on a, par exemple, plus de personnes âgées, moins de personnes âgées, on a accès à plus de ressources, on a plus de terre, plus de bois, plus de poissons, donc c'est aussi très, très dépendante de la région du territoire, des personnes qui l'habitent. Donc, ça n'aurait pas de sens de juste l'imposer d'un État central sur un territoire énorme. Puis est-ce que la décroissance, tu vois plus ça comme une idéologie politique? Parce que, tu sais, avec ce que tu me dis, je trouve qu'il y a des trucs qui sortent qui sont un peu libertaires ou localistes. Est-ce qu'on va prendre ces affaires-là ou c'est juste une espèce de théorie économique? La décroissance, c'est vraiment, ça touche vraiment à différentes strates. Disons qu'on prenne, si on pouvait la diviser, là, il y a de l'aspect environnemental, évidemment, tout ce qui est les flux d'énergie, de matériaux, il y a beaucoup de
biologistes qui sont intéressés à la question, de chimistes qui sont intéressés à la question, mais il y a aussi tout un côté social, donc réduire les inégalités, il y a un côté politique, un côté économique, un côté éthique. Donc c'est moi ce que je trouve vraiment intéressant en fait de la décroissance. C'est que c'est pas juste on va toucher un sujet, puis on touche un problème, puis on met un band-aid dessus. C'est vraiment, OK, on a identifié un problème un problème en fait qui amène des conséquences négatives dans plusieurs domaines. Fait qu'au lieu de les régler par domaine, on règle le problème à la source. Puis en même temps, on va comme ça avoir un impact dans différentes thématiques ou domaines de la société. Puis je trouve que c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que dans le fond, on règle plusieurs problématiques qui sont assez dramatiques d'un coup, disons. Oui, jusqu'à l'individu voilà. même qui nécessairement peut pas demeurer aussi individualiste en adhérant à la décroissance. Ce serait quoi les actions de la décroissance? Et concrètement, là, si on veut s'intéresser à ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour éduquer le monde? C'est ça. C'est sûr qu'au Québec, c'est encore un mouvement qui est de plus en plus connu, mais encore assez méconnu. Donc, par exemple, avec le collectif Décroissance Conviviale Montréal, nous, ce qu'on a organisé les 2 dernières années, puis qu'on n'a pas réussi cette année, merci au COVID, c'est un festival de la décroissance. Donc là, c'est vraiment un moment où on a des sessions d'éducation, mais on a aussi des gens qui viennent présenter, par exemple, des pratiques qui peuvent être plus décroissantes, par exemple des pratiques low-tech ou des pratiques même sur Internet, différentes façons d'utiliser Internet, etc. Même il y avait quelqu'un qui faisait des paniers. Donc, des fois, c'est des pratiques pas forcément qui sont extrêmement complexes. Ça passe par des petits gestes quotidiens, disons, comme être capable de se réapproprier la façon dont on cuisine, dont on répare les choses. Donc ça, c'est une partie, je dirais, de ta question, là, les actions vraiment concrètes quotidiennes qui peuvent être vécues de manière individuelle ou collective. Par exemple, ensemble, on apprend à construire nos maisons ou à cultiver des champs à plusieurs, qui, à mon sens, est beaucoup plus porteur que si c'est porté par une seule personne. Mais il y a aussi, évidemment, après, tout l'aspect politique ou économique qui, là, nécessite, évidemment, que la collectivité se mette ensemble puis prenne les décisions ensemble. Donc ça, dans le contexte actuel, au Québec, c'est pas possible partout. Je dirais qu'il y a des régions, peut-être des micro-régions, où c'est possible, comme des éco-villages, par exemple, où là, vraiment, on voit plus l'idée de, OK, ensemble, on décide ce qu'on produit, ensemble, on prend les décisions, plutôt que, par exemple, moi, je connais bien l'exemple de Montréal, j'habite à Montréal, où, là, c'est un pouvoir public qui est assez indépendant de nous, qui prend les décisions d'aménagement du territoire. C'est des acteurs économiques internationaux, des fois, qui prennent les décisions économiques. Et là, on est vraiment déconnectés, mais c'est sûr que peu à peu, dans certains quartiers, certaines régions du Québec, du monde, on voit un peu la population se réapproprier ces pouvoirs-là. Puis ça, des fois, c'est un petit peu difficile à se dire, comment on le fait? Puis comment est-ce que c'est vraiment possible? Puis on voit que c'est possible dans certaines régions. Puis c'est sûr que ça passe par, d'abord, il faut qu'on se crée du tissu social. D'abord, il faut qu'on se mette avec du monde. Puis ensemble, on va être capable de changer les choses. Donc, c'est ce qui est un petit peu difficile des fois pour la décroissance, c'est que pour beaucoup de personnes, on cherche des solutions faciles à mettre en œuvre individuellement dans notre quotidien sans trop transformer notre quotidien. Puis là, la décroissance, c'est pas exactement ça qu'on propose. Ce qu'on propose, c'est change de toute ta vision du monde. C'est une vision d'ensemble. Puis de 2, ton écologisme ou ton activisme, tu peux pas le vivre tout seul. Tu peux pas te dire, OK, je vais à la marche ou je organise une marche, même si, une marche, c'est quand même une activité collective. Ce qu'on te propose, c'est, trouve-toi du monde autour de toi, éduque-les, puis ensemble, après, changer le monde, comme localement, changer la façon dont l'aménagement du territoire est fait. Que ce soit, par exemple, en ville, ce qu'on peut voir, c'est des ruelles vertes ou des jardins communautaires qui peuvent être, ou des coops d'habitation qui peuvent être gérés de manière collective. Ça, c'est des exemples très concrets. Et des communes aussi. Donc ça, c'est vraiment... je dirais le genre d'action qui peut être mis en place dans le court terme, puis après, éventuellement, des transformations politiques plus larges. Mais je te dirais qu'on n'est pas encore rendu là. Partir plus petit, puis élargir le mouvement, au lieu d'attendre que la réponse vienne d'un mouvement global où tout le gouvernement change d'un coup. Puis il faut plutôt se concentrer sur des plus petites communautés. Oui, puis je te dirais que ça, c'est une première partie. Puis aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est sûr qu'il y a des choses que légalement, on peut pas faire en ce moment. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, si on veut vraiment que le projet de société aboutisse de manière indépendante ou collective à travers une province ou à travers un pays, il faut à un moment donné qu'il y ait un pouvoir politique qui donne le droit de le faire. Ou qu'il y ait des transformations, par exemple, juste au niveau du système d'éducation, par exemple. Une des valeurs que moi, je me rappelle m'être fait inculquer à l'école, c'est sois meilleur que les autres, travaille pour toi, surtout aide pas trop les autres, faut que tu aies les meilleures notes de ta classe, si tu veux avoir des prix, si tu veux avoir des prix, tu vas avoir la meilleure université. Puis ça, c'est quelque chose, je sais pas si ça fait partie du programme d'éducation québécois, mais il me semble que c'est une genre de valeur qu'on devrait
dire que non, ça passe pas, c'est pas permis dans nos écoles, donc ça prend une réforme du système d'éducation. Puis je pense que Chantal, tu pourras puis il y a des mouvements qui existent. Moi, j'ai travaillé en école alternative. Par exemple. Et puis, dans les écoles alternatives, chaque élève est comparé par rapport à lui-même. Donc, tu dois te dépasser par rapport à ce que tu étais avant. Tu sais, c'est le genre de changement, je dirais, dans le système d'éducation, tu me corrigeras si je me trompe, qui a besoin quand même d'un certain soutien politique. Il faut qu'un ministre dise oui, ça c'est possible, oui, ça c'est acceptable. Puis c'est là que je dirais que oui, on a besoin d'un certain soutien à un moment donné. Par exemple, si on veut lancer une monnaie locale, il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a des choses actuellement qu'on peut pas faire. Donc, à un moment donné, oui, il faut un soutien politique, il faut que des lois changent, mais on peut pas attendre ça pour changer les choses localement parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, que ce soit juste au niveau citoyen, au niveau municipal, au niveau interrégional. Donc, je pense pas que... Donc, je pense que les deux niveaux sont importants, mais on peut pas attendre que les autres niveaux bougent pour que nous, on commence à se bouger au niveau de la collectivité. Moi, je vais te relancer tout de suite sur un petit mot que tu viens de lancer, là, monnaie. Qu'est-ce qu'on fait avec la monnaie si on décide d'être décroissant? Mais en fait, la monnaie, c'est un terme qui est quand même assez central là, dans l'économie actuelle. La monnaie est comme au centre de toutes les activités économiques. Puis il y a plusieurs personnes qui poussent, par exemple, même pour que ce soit les gens qui ont des activités à la maison, par exemple, soient salariés. Donc, on sent vraiment que la monnaie est rendue centrale dans le discours puis dans la pensée économique. Mais si on revient un petit peu historiquement d'où vient la monnaie, on voit que la monnaie a d'abord servi pour faciliter les échanges. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le troc, donc je te change des patates contre des carottes. Mais à un moment donné, rapidement, les gens se sont rendus compte que, à un moment donné, peut-être que tu veux te débarrasser de tes carottes, mais tu veux pas forcément des patates. Donc, c'est à ce moment-là que la monnaie peut être utile pour te permettre d'acquérir ou de vendre quelque chose que tu as, même si la personne face à toi n'a pas le même besoin ou le besoin inverse à toi. Mais actuellement, dans le monde contemporain, la monnaie a évidemment cette utilité-là. On peut l'utiliser pour acheter et vendre des produits, mais on la considère aussi comme un bien pratiquement. Donc, on veut de l'argent pour avoir de l'argent. On va pas, par exemple, vendre nos carottes pour avoir de l'argent pour s'acheter un steak. On va vendre nos carottes, puis le plus de carottes possible pour avoir le plus d'argent possible pour... on sait pas trop quoi. On s'est fait vendre l'idée qu'il fallait qu'on accumule le plus d'argent possible pour notre retraite, que éventuellement ça allait mal aller. Puis comme on vit dans une société où c'est très désolidarisé, si tu vas mal, t'es mieux d'avoir de l'argent dans ton compte en banque, sinon tu vas aller vraiment mal. Donc toute cette relation-là à la monnaie a vraiment beaucoup changé. Et donc ce qu'on propose avec le discours décroissant, c'est de se questionner par rapport à notre relation à la monnaie. Qu'est-ce que la monnaie dans la société actuelle? Pourquoi on l'utilise? Puis tout ce qui est, par exemple, financiarisation de l'économie. Donc tout ce qui est, par exemple, l'économie qui est non pas l'économie des biens et des services, donc des patates, des carottes de l'école, des conférences, etc., mais bien l'économie où les gens vont acheter des actions, acheter des obligations, investir pour faire de l'argent. Et là, où l'objectif, c'est pas d'améliorer la richesse ou les biens qui sont présents dans l'économie, mais vraiment juste de s'enrichir sous des petites variations. Juste de faire de l'argent. Faire de l'argent avec de l'argent pour de l'argent. Puis là, ça, c'est vraiment rendu quelque chose qui est problématique dans la société actuelle, puis qui représente vraiment une énorme partie des transactions puis de l'économie. J'ai pas les chiffres précis en tête, là, mais c'est au-dessus de 75% de l'économie qui est financiarisée par rapport à l'économie qu'on voit, là, puis qu'on utilise, nous, monsieur, madame, tout le monde. Donc ça, c'est évidemment une problématique quand on se dit que le but, c'est d'avoir une économie qui exploite pas l'environnement au maximum, qui exploite pas les gens et les communautés au maximum. Si notre but, si on est rendu dans une économie qui est complètement déconnectée de la réalité, où on investit, puis on se donne de l'argent, puis on se prête de l'argent juste pour faire de l'argent, mais non pas pour répondre à des besoins, par exemple, ou partager puis entre nous. On n'est plus conscient du tout des impacts de ce qu'on crée. Exactement. Là. On fait juste faire des échanges qui n'existent pas réellement. Donc toute cette partie-là, où il y a de la monnaie, c'est problématique. Ce qui ne veut pas dire que la monnaie en soi est forcément problématique au niveau où on peut l'utiliser pour faire des échanges. Puis tout ce discours-là, c'est un discours qui est aussi porté par toutes les personnes qui ont lancé des monnaies locales. Donc la monnaie locale, ce que c'est une monnaie qui est émise par une association ou un collectif de citoyens et dont l'objectif, c'est justement de reprendre le contrôle de la monnaie. Et donc là, selon les régions dans le monde ou les villes où ça a été implanté, il y en a beaucoup en France, beaucoup en Amérique latine, il y en a quelques-unes au Québec, le groupe de citoyens ou le collectif qui lance cette monnaie-là peut choisir les différentes fonctionnalités qu'elle va avoir, tant au niveau de la création monétaire qu'au niveau des prêts. Comment les prêts vont être faits, à qui, selon quels critères, pour quelles raisons, ça va être quoi les taux d'intérêt. Ils peuvent choisir aussi quel genre de produits on peut acheter ou non avec cette monnaie-là. Quel magasin a le droit d'accepter cette monnaie-là? Est-ce qu'on veut que Walmart accepte une monnaie locale? Ça n'aurait pas trop de sens. Est-ce qu'on veut que notre marché de famille accepte la monnaie locale pour après aller s'acheter des semences chez un producteur québécois, après acheter du compost chez un producteur québécois? Là, on vient vraiment resserrer le tissu commercial local. Puis ça, c'est un petit peu un des objectifs aussi, donc de sortir l'argent
du milieu spéculatif, de l'économie financiarisée, de relocaliser le tissu commercial, puis aussi éventuellement de ramener les gens dans les magasins avec des gens qui acceptent cette monnaie locale, qui ont les mêmes valeurs qu'eux, on resserre aussi le tissu social. Il y a certaines associations de monnaie locale qui vont organiser des activités pour leurs adhérents ou qui peuvent avoir différentes façons faire en sorte que les gens se connaissent puis recréer un peu cette communauté-là qui est vraiment perdue dans le monde actuel où on s'individualise. Donc, c'est vraiment... l'idée, c'est vraiment pas de dire non à toutes les formes de monnaie, mais de se questionner sur ce que c'est la monnaie puis ce qu'on veut que soit cette monnaie-là. Parce que tantôt, on parlait de il faut qu'on repartage les pouvoirs politiques, qu'on repartage les pouvoirs économiques. Puis repartager les pouvoirs économiques, c'est entre autres se redonner le pouvoir sur notre monnaie. D'arrêter que ce soit les banques privées qui créent la monnaie, que ce soit la Banque centrale qui, dans une certaine mesure, crée également la monnaie, mais vraiment que nous, on décide pour quel genre de produit on veut que notre monnaie existe, quel genre de comportement, quel genre d'activité économique on veut que nous, ensemble, on décide d'encourager, quel genre de production on veut permettre. Puis ça peut passer par une monnaie locale ou une monnaie régionale. On est nécessairement dans l'anticapitalisme quand on est dans la décroissance. Nécessairement. Ben, c'est quand même une question intéressante parce qu'au Québec, en France aussi, je dirais, c'est complètement anticapitaliste. Mais après, il y a certains auteurs plus dans le monde anglo-saxon qui, eux, vont plus avoir une vision capitaliste de la décroissance. Et ce qui est quand même assez intéressant parce qu'en général, il y a peu, ou il y en a, mais il y en a peut-être moins d'échanges interlangues, disons. Donc, il y a des gens qui vont lire juste du français puis qui liront pas de l'anglais, ou le contraire, peut-être plus souvent le contraire même. Puis c'est quand même assez intéressant, justement, cette nuance-là. Dans le fond, la décroissance, qui est pas anticapitaliste, est peut-être un petit peu moins radicale au niveau de la transformation économique, nécessite pas forcément une recollectivisation ou, selon certains décroissants qui parlent de disparition de la propriété privée ou de re-questionnement, en tout cas, de la propriété privée, en particulier une propriété privée à fin lucrative. Donc là, on parle, par exemple, quelqu'un qui aurait 15 bâtiments, qui les louerait, qui ferait de l'argent avec, et qui va peut-être effectuer un petit travail de maintenance, mais dans le fond, c'est pas là-dessus qu'il fait de l'argent. C'est sur le fait qu'il y a des maisons, il les loue, juste parce qu'il avait de l'argent pour s'acheter des maisons, il fait de l'argent. Ou quelqu'un qui avec un besoin essentiel, en plus. Oui. C'est ça qui a un peu pas de bon sens. Là, ou comme des terres agricoles. Ouais. Dans le fond, c'est cette idée-là, un peu qui a été proposée par plusieurs penseurs là, à travers l'histoire, de se dire, la propriété est la propriété d'usage. Donc, si tu habites dans ce bâtiment, ou si tu utilises cette terre-là, c'est à toi. Si c'est un T-shirt, c'est à toi. On s'entend que là, il y a une propriété privée. Les tomates que tu achètes, tu peux les manger, elles sont à toi. Mais la propriété privée à fin lucrative, là aussi, est questionnée par beaucoup de décroissants anticapitalistes. Ceux qui sont plus capitalistes, un peu plus frileux à cette idée-là, disons. Bon, on voit que c'est vraiment important de penser à ça. Mettons, au Venezuela, là, je reviens un peu avec la monnaie locale, là, mais ils ont été obligés d'imposer une espèce de monnaie parce que la monnaie valait plus rien. Ça avait explosé, fait qu'on n'a même plus le contrôle, en fait, sur la valeur de la monnaie, en plus. Oui, puis ça amène vraiment la question à, qu'est-ce que c'est la monnaie? Comment est-ce qu'on fait pour donner une valeur à la monnaie? Qui donne la valeur à la monnaie? Est-ce que c'est... Faut qu'on ait confiance à la monnaie? Est-ce qu'on a confiance en la monnaie? À qui en fait, dans la société actuelle, il y a une grande partie de la population qui sait pas comment écrire l'argent. Donc, on pense que c'est la Banque centrale qui fait de l'argent, c'est notre gouvernement, on lui fait confiance. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça. Là. Il y a une très petite partie de la monnaie au Canada qui est produite par la Banque centrale. En général, la monnaie est créée par les banques privées. Donc, par exemple, j'ai un compte à la Banque Scotia, j'y vais, je leur demande $1 million pour avoir ma maison, je vais leur rendre 1 200 000, je sais pas combien. Mais c'est la banque Scotia, elle décide, elle a pas cet argent-là dans ses comptes, me donne 1 million avec promesse que je lui rende 1 200 000. Et c'est comme ça que l'argent est créé. La banque n'a pas cet argent. Elle a juste créé de l'argent pour te le prêter, pour avoir un intérêt par la suite. Donc, elle n'a pas d'argent, elle te prête de l'argent qu'elle n'a pas, et elle fait de l'argent grâce à ça. Donc, il y a quand même une réflexion à avoir, je pense, à ce niveau-là, pour se réapproprier justement cette économie-là, puis être capable de prendre des décisions qui sont cohérentes, puis constructives, tant environnementalement que socialement. Puis se réapproprier le terme économie aussi. J'aime ça comme on en parle. L'économie, c'est pas capitaliste. Non. L'économie, c'est cet échange-là. C'est pas juste les économistes là, qui peuvent parler d'économie. Exact. Tout le monde peut comprendre des concepts économiques. L'économie, c'est pas juste des modèles où tu as besoin de comprendre tous les chiffres. L'économie, c'est beaucoup de concepts, beaucoup social, très politique, éthique aussi. Puis je pense que ça, c'est important. Puis il y a un mouvement à Montréal là, qui a été lancé récemment qui s'appelle « À nous l'économie », où justement le but, c'est qu'on se réapproprie ce concept-là, ces idées-là, puis qu'on les choisisse ensemble, puis qu'on arrête de laisser quelques petites personnes là, milliardaires décider de ce qu'ils vont faire avec notre argent.
Puis tu parlais du système d'éducation tantôt. Ça aussi, la façon dont on enseigne l'économie. L'année dernière, on a enlevé un cours d'histoire au secondaire pour mettre un cours d'économie. Et puis, évidemment, on parle d'économie capitaliste. Là. C'est pas n'importe quelle économie qu'on enseigne. On leur enseigne les rouages de la bourse, comment faire des investissements, c'est quoi un REER. C'est vraiment d'apprendre dès le secondaire 1 que ton comment objectif, être un bon capitaliste. c'est de faire du profit, faire de l'argent, puis préparer déjà ta retraite, puis penser à ça, puis garder des colonnes de la bourse. Puis questionne-toi pas d'où vient cet argent-là que tu fais en investissant en bourse ou en mettant de l'argent. Surtout, pense pas trop loin. Non, c'est dangereux. Il n'y a pas de conséquences. Tout ça, tous ces échanges-là, il n'y a pas de conséquences. On les a tous externalisés de toute façon. Donc, c'est pas grave. On joue avec des chiffres, on fait de l'argent. Ouais, c'est un peu bizarre aussi avec la COVID. On a vu l'espèce de... Tu sais, les gens qui allaient chercher du papier de toilette en malade, de la farine en malade. On avait comme une espèce de mépris envers cette accumulation-là. Parce qu'on est comme, ben là, les autres, on n'aura pas le droit. Mais on parle pas de l'argent. C'est malade parce que c'est la même affaire. Là. Si tu prends tout le papier de toilette, tu prends tout l'argent, ben t'en laisses pas aux autres. C'est comme ça que ça fonctionne, tu sais. Fait que ça serait le fun aussi de remettre un peu ce mépris-là d'accumuler pour soi-même, je pense. Parce que, un moment donné, c'est un peu... C'est ça, ouvertement, on va le critiquer, mais tout le monde le fait, tout le monde le veut, tout le monde le valorise. Exact. Fait que c'est un double discours quand même. Je pense que tu pointes un point intéressant. Puis, tu penses-tu que les décroissants, est-ce qu'il faut absolument être zéro déchet, vegan? On doit toujours être parfait, les activistes, là, mais vous autres, quelle perfection il faut vous atteigner? Ben nous, c'est facile parce qu'on critique tout. Fait que... Donc, dans le fond, en fait, ce qui est intéressant de la décroissance, c'est, on l'a dit tantôt, c'est oui, des gestes individuels dans une certaine mesure, mais surtout une compréhension collective. Puis ce qui est surtout central, puis qu'on entend de plus en plus dans le discours environnemental, qu'on pourrait qualifier, disons, des petits gestes, là, comme le zéro déchet ou le véganisme, le végétarianisme, que je critique pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement difficile dans un système qui te force à faire des déchets, puis t'encourage à manger de la viande, de pas le faire. Puis il y a plein d'autres choses. Comme tantôt on a dit qu'on était obligé de travailler, on était obligé d'utiliser de la monnaie, parce que si tu n'utilises pas de la monnaie, il y a plus grand monde qui accepte le troc de nos jours. Ouais, il y a plein d'autres modes. Il y a des choses que tu vas pouvoir avoir, mais il y a d'autres choses que ça va être plus difficile. Donc tout ça pour dire que le système actuel t'amène à faire des choses, puis si tu essayes de pas les faire tout seul, c'est vraiment, vraiment dur. Puis si t'arrives, tant mieux, c'est extrêmement sûrement pertinent, mais ce que propose la décroissance, c'est évidemment pas de s'arrêter à ça. Parce que si t'es tout seul, ben t'as un poids limité. Si ensemble on décide de changer la production, que il y en a plus de voitures produites ou importées au Québec, ben c'est pas grave si t'en as pas, tu peux pas en avoir de toute façon. C'est pas un choix individuel, ça repose pas sur tes épaules, c'est un choix qu'on fait de manière collective. Si on dit, OK, ben ensemble on décide que dans notre épicerie de quartier par exemple, ben on accepte qu'il n'y ait plus d'emballage. Puis on va accepter, OK, de prendre peut-être un légume qui va être un peu plus abîmé parce qu'il n'aura pas été emballé, ou peut-être pour toutes les raisons bonnes ou moins bonnes pour l'emballage. Mais dans le fond, ce que propose la décroissance, c'est pas de remettre à l'individu la responsabilité de faire des choix éthiques, parce que c'est impossible ou extrêmement difficile. Puis on le voit souvent, juste une petite parenthèse, par exemple, dans le zéro déchet, souvent on va voir que ça va être les femmes qui vont se donner ce rôle-là, ce choix-là, ce poids-là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on trouve qui est extrêmement problématique. Puis il y a beaucoup de gestes comme ça, d'éco-gestes, qui sont portés par des femmes, donc ça, c'est un autre problème. Mais c'est sûr qu'en ayant cet éco-geste-là aussi, ce qui peut se passer, c'est que tu dis, OK, ben je fais ma part, je m'arrête là, ce qui n'est pas toujours le cas, j'en suis bien consciente. Il y en a beaucoup qui vont commencer par ce geste-là, puis se dire, est-ce que c'est assez? Puis là, ils commencent à rencontrer d'autres gens, puis là, ils vont se politiser. Mais je pense qu'il est important de ne pas oublier, dans le fond, c'est que toute cette question environnementale-là n'est pas juste environnementale. Fait que tu peux pas juste dire, OK, je fais un geste zéro déchet, ou je fais un geste de véganisme, ou j'ai pas de voiture, puis le geste s'arrête là parce que ça a une portée beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Puis si tu te poses pas les questions beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges, qui des fois sont difficiles à se poser, des fois sont difficiles les réponses, des fois ça peut créer de l'anxiété, ben si tu te les poses pas, ben je pense pas qu'on va réussir à avoir un mouvement vraiment collectif. Dans le fond, que si chacun reste dans son coin, chez soi, à faire les choix individuels, puis qu'on se remet pas en question collectivement, puis qu'on remet pas en question les modes de production, puis les choix de production, on va avoir des problèmes. Donc, au final, pour répondre à la question, oui, tu peux être décroissant et manger de la viande, tu peux être décroissant et pas être zéro déchet. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas avoir des problèmes de dissonance cognitive si tu fais pas certains gestes. Si tu as un discours qui dit qu'il faut avoir une agriculture plus raisonnée, plus en accord avec l'environnement, puis que tu achètes juste de la viande hyper industrielle, parce que peut-être pour des raisons économiques ou des raisons peut-être que tu sais pas cuisiner d'autres choses, je veux dire, il peut y avoir plein de raisons. C'est pas pour ça que ton analyse, puis ta volonté, puis ta comment dire, ton intention est pas là.
Fait que je pense que le discours est quand même doit être plus nuancé que de se dire, comme tu disais, soit t'es parfait, soit t'es rien, puis tu parles pas. C'est ça. Tais-toi, de toute façon. Ou soit parfait. Je suis capable de pointer ce défaut précis-là. Voilà, exactement. Tu as tout fait, mais tu as une voiture, donc je te retire ton droit de parole. Franchement, c'est ridicule. Fait que ouais, je pense que la question est excellente, puis de se dire que si t'as pas posé ce geste-là, c'est de ta faute, puis franchement, t'es une super mauvaise activiste. Je pense qu'on doit arrêter de se le dire parce que, comme je disais, c'est le système, beaucoup d'éléments qui font en sorte que t'as été amené à poser ce geste-là. C'est pas forcément de la mauvaise volonté. Des fois, c'est juste que tu sais pas, des fois, tu peux pas, des fois, pour toutes sortes de raisons, tu veux pas, mais de l'autre côté, si on s'arrête à ces gestes-là puis qu'on se pose pas les questions plus profondes, c'est là qu'on n'arrivera pas à avoir des changements plus profonds. Puis je pense que c'est surtout ça qui est important. C'est sûr que les gestes individuels sont importants, peuvent avoir un impact, mais si les impacts qui sont plus globaux, plus généraux, par exemple, au zéro déchet, il y a différentes branches du zéro déchet, puis j'essaie de pas généraliser, puis je connais beaucoup de personnes qui sont extrêmement critiques et zéro déchet, qui ont une conception politique de la chose, mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui vont dire, bon, OK, à la maison, ayez une action, un geste zéro déchet, puis on oublie toutes les industries qui produisent plein de déchets. À un moment donné, oui, même si la population en entier chez elle est zéro déchet, si les grosses entreprises continuent à émettre des déchets, oui, on va avoir réduit un certain pourcentage de déchets, puis ça va être excellent, mais peut-être qu'il faut passer un petit peu plus loin. Il y a du marketing aussi, là, zéro déchet, là, acheter des cuillères en bois, puis il vous faut telle tasse, puis tout. Fait que, tu sais, c'est aussi ça, là, de pas nécessairement arriver à la au bout du compte, on achète plus de cuillères, plus de paille. Il y a combien de personnes qui avaient jamais acheté de paille dans leur vie, je suis convaincue, qui sont mis à s'acheter des super beaux kits de paille, traîner leur paille. Qui faisait ça, se traîner une paille? C'est ça. Puis c'est sûr, comme je dis, il y en a qui sont disons, zéro déchet consuméristes, puis il y en a qui sont zéro déchet vraiment décroissants même. Fait qu'on peut pas non plus tout amalgamer, là, comme dans tout. Mais je pense que c'est un discours qu'on entend puis qu'on voit en effet, puis qui, je pense, est problématique au niveau peut-être de la politisation de la chose ou comme de l'individualisation de la chose. Toi, mets une paille dans ton sac, tout seul, puis tu vas régler le monde, tu vas régler le problème. C'est ça. Il y a peut-être un petit peu plus à penser. Oui, mais ça me fait beaucoup penser à plein de principes qu'on a avec XR, en fait. Il y a plein de liens, parce qu'on va toujours dire, on prend les personnes telles qu'elles sont, les personnes ne sont pas arrivées au même point, et puis il faut penser global, on peut pas blâmer l'individu pour la société dans laquelle il est né. Donc, après ça, tout le monde essaie d'évoluer, mais on y arrivera pas si on fait pas des gestes beaucoup plus globaux, puis justement, si 100% de la population était zéro déchet, mais qu'on se mettait à construire des pipelines en malade. C'est ça. Les GNL, ça déconstruit vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mon zéro déchet. C'est mon impact versus GNL. Je pense que je vais aller militer pour m'assurer que GNL n'ait pas lieu. Ouais, puis c'est correct si t'achètes comme un concombre emballé. C'est ça. Vous pouvez acheter des concombres emballés si et seulement si vous militez contre GNL. La leçon à retirer de ce podcast. Voilà, si vous voulez arrêter de vous sentir coupable. Moi, Alex, j'aimerais ça t'entendre répondre à celles et à ceux qui disent qu'au bout du compte, c'est la technologie qui va régler tous les problèmes. Moi, je te vois rire, là. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? En fait, il y a beaucoup de personnes qui disent que la technologie va nous sauver parce qu'ils disent que grâce à la technologie, on peut améliorer l'efficacité de la production. Ça veut dire qu'on peut produire autant de choses, mais avec moins d'énergie, avec moins de ressources. Puis ça, c'est vrai. Il y a des technologies qui permettent de faire des choses de manière plus efficace. On n'a rien à redire là-dessus. Mais il y a un phénomène qu'on a observé à travers l'histoire, qui a été observé la première fois en Angleterre pendant l'époque où on extrayait beaucoup de charbon par un monsieur qui s'appelait Jevons. Dans le fond, son observation, c'est que plus on est efficace, plus on va au final vouloir produire. Parce qu'évidemment, si tu produis un bien avec moins de ressources naturelles, avec moins d'énergie, ça te coûte moins cher le produire, donc tu fais un plus grand bénéfice sur ce produit-là. Et donc forcément, si tu fais plus de bénéfices, tu deviens plus compétitif. T'en fais plus, t'en vends plus, t'en produis plus. Et donc au final, quand on regarde l'impact global de la production de ce produit-là, t'en produis plus, chaque bien est produit avec un moins grand coût, mais au final, vu que t'en as produit plus, le coût, l'extraction de ressources et l'utilisation d'énergie est plus grande. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons. Dans le fond, pour résumer, c'est que tu améliores l'efficacité, mais le coût environnemental augmente parce que tu produis plus. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on observe au niveau du charbon, donc au niveau de l'énergie, mais aussi au niveau de différents
différentes matières premières. Et une autre chose qu'on peut observer par rapport aux technologies, c'est que, donc ces gens qui disent que la technologie va nous sauver, par exemple. Pour l'environnement aussi, c'est la même chose. Hein? Ouais. Mais ce qu'on entend beaucoup, c'est le terme de découplage. Je sais pas si vous êtes familière avec ce discours-là, mais dans le fond, ce que les gens qui parlent de découplage disent, c'est qu'on va être capable d'avoir une croissance du PIB, une croissance économique, avec un impact environnemental moindre pour, ce qu'ils disent, chaque unité de PIB. Donc, pour chaque dollar de PIB, l'impact environnemental va être moindre. Donc, pour chaque dollar de PIB, on émet moins de GES. Pour chaque dollar de PIB, la biodiversité disparaît moins, par exemple. Puis ça, c'est une théorie qui a été observée dans certains pays, mais quand on regarde à l'échelle mondiale, ce qu'on remarque, c'est que peut-être il y a certains pays qui arrivent à faire croître leur PIB en faisant diminuer de manière relative leur impact environnemental, mais dans d'autres pays, comme en Chine, par exemple, ou au Bangladesh, au Vietnam, en Asie du Sud-Est, dans certains pays latino-américains ou en Afrique, on voit le contraire. Et donc, ce qu'on remarque, en fait, c'est simplement les industries qui étaient polluantes et qui nous polluaient avant, ici, en Amérique du Nord, ont été simplement délocalisées. Donc, oui, on voit un certain découplage, mais juste à cause d'un déplacement de la pollution. Donc, si on regarde le problème environnemental, voire social à l'échelle mondiale, ben, le problème ne se règle pas du tout de cette façon-là. Et puis, l'autre problème aussi du découplage, c'est que oui, on a observé que dans certains pays, pour chaque dollar de PIB, l'impact environnemental diminue, mais il n'y a pas de pays où on voit l'impact diminuer tout court. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le découplage absolu. Donc, c'est-à-dire qu'on voit le PIB augmenter et les impacts environnementaux diminuer de manière absolue. Et ça, on ne l'observe pas encore. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes de par le monde qui disent « Oui, mais on va trouver la technologie qui va nous permettre de le faire. » Ça va nous permettre de garder exactement notre mode de vie sans changer rien, mais que tout ça devienne magiquement moins polluant. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un petit peu, comme tu l'as dit, magiquement. Ça s'appelle le wishful thinking. C'est qu'on espère qu'on le dit, on en parle, on investit là-dedans, puis ça va se passer. Moi, je trouve que c'est franchement une approche extrêmement risquée, étant donné qu'on sait qu'on peut faire d'autres choses, comme la décroissance, par exemple. Puis c'est, en fait, remettre simplement à plus tard le problème. C'est de dire que ben, nos enfants, ils vont le régler, le problème qu'on est en train de faire. Puis ça, je trouve que c'est profondément injuste. C'est vraiment injuste au niveau intergénérationnel. Puis surtout quand on sait que, ben, pour nos enfants, non seulement on va devoir régler le problème, mais en plus, le problème va être de plus en plus grave. Parce que, ben, nous, ce qu'on vit, bon, il y a des vagues de chaleur, des inondations. Pour certains pays, c'est déjà dramatique, mais pour nos enfants, ça va être catastrophique. Et puis, un dernier enjeu encore au niveau des technologies. On a discuté un petit peu tout à l'heure, mais notre rapport à la technologie est rendu vraiment problématique dans la société actuelle. C'est-à-dire, tantôt on l'a dit, que bon, dans la société, si t'as pas certaines formes de technologie, t'es ostracisé, t'es marginalisé, tu vaux rien. Tu peux pas avoir de job si t'as pas d'ordinateur. Ou de téléphone. Ou de téléphone. Si t'as pas de voiture, il y a certains emplois que tu peux pas avoir. Si t'as pas Facebook, il y a certains amis que tu vas jamais pouvoir rejoindre peut-être. Donc, de miser la survie de l'humanité ou la perpétuation, disons, de ce mode de vie croissanciste sur des développements de technologie qui vont faire en sorte que, bon, ce rapport à la technologie va être de plus en plus nécessaire et étrange. C'est peut-être pas quelque chose vers lequel on veut s'en aller. Parce que un des éléments de la critique de la technique, par exemple, c'est que les technologies, ben, on les comprend pas forcément très bien. Et si tu comprends pas très bien quelque chose qui est nécessaire dans ta vie, ben, est-ce que c'est vraiment sain? Tu utilises des choses, tu fais confiance à des gens qui ont programmé quelque chose pour répondre à tes besoins plutôt que de le faire toi-même. Puis ça, on peut amener cette critique très facilement dans toutes les recherches qui se font autour de l'intelligence artificielle, par exemple, de se dire, ben, on va décider qu'il y a des décisions qui vont être prises, qui ont été codées par des gens que tu connais pas, puis toi, il faut que tu fasses confiance à cette intelligence-là artificielle parce que ça améliore l'efficacité puis ça réduit l'impact environnemental. La seule connaissance que tu as besoin, c'est savoir appuyer pour allumer l'électricité, puis si quelque chose brise... Il y a quelqu'un qui a pris la décision à ta place. Oui. Tu te dédouanes de cette décision-là, tu prends plus de responsabilité. Puis, c'est ça, t'es plus vraiment, ce qu'on disait tantôt, on avait parlé d'aliénation, t'es rendu pas très maître des décisions puis de ta destinée quand tu remets entre les mains d'un ordinateur qui a été codé par quelqu'un d'autre, que tu connais pas, qui a peut-être pas les mêmes valeurs que toi, qui a peut-être pas la même expérience de vie que toi, prendre la décision à ta place. Puis c'est vers ça qu'on s'en va, pas juste l'intelligence artificielle, mais une complexification de tout plein de paramètres de la vie par l'utilisation, l'augmentation de l'utilisation des technologies dans plein de sphères de la vie quotidienne. Puis ça, je pense que c'est quand même problématique à ce niveau-là, si ce n'était pour toutes les autres raisons dont on vient de parler. Ouais, j'avais vu même un rapport d'Hydro-Québec qui disait qu'en fait, on pourrait sûrement avoir plus de surplus si il n'y avait pas cette augmentation de la technologie parce que les appareils sont de plus en plus efficients, mais on rajoute des appareils technologiques. Fait que même si le frigo consomme moins d'énergie, ben maintenant, on a un batteur automatique, on a un sel, un ordi et tout ça. Fait que ça fait qu'on n'est jamais capable d'avoir ce surplus-là qui est agréable d'avoir. Fait qu'on est toujours en train on veut construire une nouvelle centrale, etc. Fait que
Une fuite en avant. Oui, c'est ça, on est vraiment tout le temps en train de pelleter en avant, alors qu'il y a un certain problème qui pourrait se régler, effectivement, en théorie, hein, on le dit souvent, mais en théorie, ça pourrait marcher, mais ça... Mais ça gosse, comment ça que ça suit pas, les bottines suivent pas les babines? Ouais, ben, je pense que l'élément que tu as dit de genre la fuite en avant, c'est vraiment quelque chose qui est central aussi dans la critique de la technique. Puis j'utilise l'expression critique de la technique là, parce que c'est tout un courant de pensée là, qui a été développé en dehors de la décroissance qui remonte à Ivan Illich pour ceux et celles qui le connaissent. Puis dans le fond, un des éléments centraux, c'est que cette aliénation-là se fait au niveau individuel. Donc, tu perds de la liberté au niveau individuel, tu es obligé d'avoir tout un paquet de technologies. Mais au niveau de la société, on devient aliéné aussi au niveau sociétal. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on crée un problème par la technologie. Comme là, on a plein de gadgets dans notre cuisine qui ont besoin de plein d'électricité. Puis il faut qu'en tant que société, on réponde à ce problème-là, qui est un problème, entre guillemets, de machine. Machine, c'est le terme qui est utilisé souvent dans le discours de la critique de la technique. Et donc, ce problème-là, c'est quand même assez problématique. Donc, on crée des machines, puis on crée des machines pour répondre aux problèmes des machines. Donc, c'est comme tout... par exemple, on a des téléphones, on est rendu dépendant de nos téléphones. Il faut absolument qu'il y ait un réseau téléphonique puis d'Internet partout. Donc, il faut qu'on crée des programmes à l'université ou à l'université dans les techniques pour que les gens travaillent pour ça. Il y a des gens qui vont passer leur vie à entretenir ces machines-là dont on a créé nous-mêmes le problème de la dépendance. Donc, c'est quand même une question peut-être philosophique, éthique, qui est importante puis intéressante, je pense, à se questionner, de se dire, ben, OK, on s'aliène en tant qu'individu, mais on s'aliène aussi en tant que société. Donc, on perd une certaine forme de liberté. On peut plus, comme société, se dire justement, OK, ben, on va arrêter les téléphones ou parce que, ben, on va arrêter d'entretenir le réseau téléphonique parce que la société est organisée de cette façon-là. Donc, on peut pas, on pourrait le décider. Je sais pas qu'on peut pas, mais on pourrait le décider, mais ce serait extrêmement complexe, puis il faudrait se poser les bonnes questions à la bonne place, puis je pense que c'est vers ça qu'on doit tendre. Puis dans le fond, plus qu'on rajoute des technologies, plus qu'après, on va éventuellement devoir l'enlever si on veut résoudre les problèmes environnementaux, les problèmes éthiques, tout ça qui sont liés aux technologies. Donc, de se dire, on va régler les problèmes avec plus de technologies, ben, en sachant que les technologies peuvent amener un paquet de problèmes, ça peut devenir une solution douteuse. Ouais, présentement, les gens qui n'ont pas accès à des technologies, c'est vraiment l'enfer, là. Les gens sont en télétravail, les gens font l'école à la maison. Les gens qui n'étaient pas équipés, là, présentement, se font vraiment rejeter, complètement marginalisés parce que il y a vraiment plus moyen. C'est assez terrible. C'est vraiment un exemple parfait de dire que ben, si tu contrôles pas la technique qui a été imposée, disons, comme nécessaire, ben, tu comptes plus. Non, tout à fait. Moi, présentement, je fais de l'enseignement à distance. Et puis, bon, moi, j'avais pas une connexion Internet qui était très bonne, mais j'ai pas le choix, là, maintenant. Genre, je dois enseigner à mes élèves. Donc là, moi, il faut que je me procure une meilleure connexion Internet. Mes élèves, après, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils se trouvent des outils technologiques. On a beau dire dans les médias que tout ça est donné gratuitement. Dans la réalité, c'est un petit peu différent. Réalité. Mais oui, puis c'est long. Puis après, le savoir pour utiliser ces choses-là, puis c'est vraiment pas simple. C'est comme une autre couche d'inégalité qui a amené l'inégalité qui est rendue technologique. Alex, on doit te traiter un peu d'utopiste. Un peu? Des fois. Comment tu réponds à ça? Ben, je trouve que c'est quand même intéressant comme le discours autour de l'utopie. Dans la société actuelle, tout ce qui est pas orthodoxe, capitaliste, c'est utopiste. C'est radical, c'est marginal, c'est dangereux. C'est impossible. Oui, déjà, c'est impossible. Surtout, faut pas que tu ailles penser de ce côté-là. Faut pas que trop que tu penses en dehors de ce qu'on te dit de penser. Ça, déjà, je pense que c'est quelque chose qui est important. Je le prends presque comme un compliment. Oui, je suis capable de penser en dehors de la boîte. Mais ce que je trouve, en fait, si on revient vraiment à la question d'utopie, je trouve que c'est même presque plus utopique de penser que dans le système actuel où toutes les choses qu'on prend pour acquises, que ce soit en termes de consommation, peu importe, c'est basé sur une surexploitation de l'environnement, d'humains, de sociétés, de collectivités qu'on voit pas, mais qui existent. Et cette exploitation-là, notre système l'encourage, la permet, en a besoin. Puis c'est surtout extrêmement pas durable. Je veux dire, c'est pas possible d'imaginer que on est dans une terre finie, qu'on exploite les ressources de manière infinie, qu'on exploite des gens qui vont jamais dire que ça suffit, puis qu'on va les exploiter à l'infini sur des générations et des générations. C'est sûr que ce système-là va craquer à un moment, que ce soit économiquement, environnementalement, socialement, politiquement, comme on le voit en ce moment, sanitairement, comme on le voit en ce moment. Donc, de dire qu'un système qui est une alternative, qui a beaucoup de bon sens, qui peut avoir des lacunes ou des critiques, qui est juste ouverte à recevoir des commentaires puis à évoluer, est une utopie, alors que le système actuel, on le sait que ça marche pas. C'est pas comme on l'a pas encore essayé, fait que c'est dangereux parce qu'on sait pas trop ce que ça va... On le sait, ça marche pas.
puis on commence à critiquer les gens qui proposent des alternatives. Je trouve que c'est un petit peu un double discours, disons, manqué de clairvoyance sur la situation actuelle. Puis c'est comme les gens qui... c'est comme le terme radical. On l'utilise beaucoup, t'es radical, puis ça sonne négativement. Mais être radical, ça veut juste dire que tu te questionnes sur... Le radical, le mot vient de racine, donc on se questionne sur la racine du problème. On va voir que le problème, c'est pas que t'as acheté un concombre emballé en plastique. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où la croissance, ou la productivisme, ou l'accumulation, ou l'exploitation sont rendues normales, sont rendues encouragées, puis c'est ça le problème. Fait que oui, on va chercher à la racine du problème, puis oui, ça fait en sorte que ça remet en question beaucoup de choses qu'on prend pour acquis, puis ça peut faire peur, puis ça peut être inquiétant, puis on se demande comment on va résoudre le problème, mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Donc je pense qu'il faut vraiment se permettre cette chose qu'on ne se permet plus, qui est de penser et de réfléchir, de se questionner, d'oser penser, puis d'oser rêver quelque chose d'autre, parce que si on reste pris dans ce qu'on se fait dire qui est possible, puis qui est réaliste, puis qui est pas dangereux, puis qui est surtout pas trop radical ou utopiste, ben là c'est sûr qu'on va rentrer dans un mur, parce que le système actuel a des limites, puis on les voit, puis on va les voir de plus en plus. Puis pour finir, t'aurais-tu des ouvrages qu'on pourrait lire ou écouter, des documentaires pour nous aider à construire cette pensée-là de la décroissance? Il y en a vraiment beaucoup qui existent là, en anglais, en français, dans toutes les langues que vous voulez. Il y en a un très récent qui a été écrit par le professeur Yves-Marie Abraham, qui est professeur au HEC, qui s'appelle « Guérir du mal de l'infini », puis qui présente vraiment de manière très, très explicite et claire les différentes critiques, éléments, propositions, qui a toute une réflexion aussi anthropologique, là, dont on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui, puis une réflexion spirituelle également. Donc, si ça vous intéresse, je vous recommande ce livre. Oui, c'est intéressant de savoir que quelqu'un qui enseigne au HEC a cette mentalité-là. Oui. C'est rassurant. Puis des documentaires. Toi, tu as participé à un documentaire super intéressant dernièrement. Oui, c'est disponible sur le site de Télé-Québec, ça s'appelle « Prêt pour la décroissance ». Sinon, un film aussi, un documentaire que j'ai trouvé extrêmement intéressant qui s'appelle Fairy Tales of Growth. Donc c'est en anglais. Ça se trouve sur YouTube. Puis ça a été fait avec plusieurs chercheurs européens. Donc là, c'est vraiment intéressant. Ça peut être intéressant d'aller voir des deux côtés. Donc comme je disais tantôt, là, il y a des discours qui varient d'un côté de l'océan à l'autre. Donc ça peut être... je vous recommande ce livre-là. Sinon... des noms d'auteurs, ça peut être Serge Latouche, qui est un Français qui a écrit beaucoup d'articles puis de livres. Sinon, chez Éco-Société, là, si vous cherchez Éco-Société, la maison d'édition québécoise, si vous cherchez Décroissance, là, vous allez avoir tout un paquet de livres aussi. Donc voilà, c'est ce que je vous recommanderais. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à l'entrevue avec nous. Merci Alix. Merci à vous, c'était vraiment très intéressant et passionnant. Donc, on vous souhaite une bonne semaine, les rebelles. Merci beaucoup, Jean-Philippe, à la réalisation et au montage. Donc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les rebelles.